Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, c'est Cyril. Vous avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous parler d'un sujet assez douloureux et qui nous concerne tous à un moment donné et même à plusieurs moments dans nos vies. Il s'agit du deuil, du chagrin. Comment on accueille des changements, des disparitions. Moi, récemment, j'ai assisté à deux enterrements de personnes, une qui était proche, une autre qui était quelqu'un que je connaissais peu, mais j'ai tenu à être là. Et j'ai vraiment euh, à cœur aujourd'hui de partager avec vous ce que j'ai appris dans ce livre d'Elisabeth Kubler-Ross et de David Kessler sur le chagrin et le deuil aux éditions Pocket. Ce sont les 5 étapes qui marquent le deuil, qui ne se succèdent pas de façon très, très linéaire, mais qui peuvent se télescoper, on peut même faire des retours en arrière. Ces 5 étapes sont les suivantes. D'abord, la première réaction, on va dire, c'est le déni. Le déni, c'est quand on peut tout simplement pas imaginer que la situation est vraie. Voilà. On est complètement en état de choc, d'incapacité à intégrer l'information, la réalité. Et, on peut se dire des phrases comme non, c'est pas possible, et pourtant c'est la réalité. Donc, nous ne pouvons pas y croire à cette réalité. C'est c'est quelque chose qui est pour l'instant beaucoup trop violent et c'est un processus en fait de protection. Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre que dans un premier temps, ben, on a besoin de ça parce que c'est au-delà de nos capacités. La deuxième étape après le déni, ben, c'est la colère. La colère, elle va se réveiller, elle peut prendre différentes formes et elle peut se diriger par exemple vers le défunt, si on pleure la mort de quelqu'un, parce que bah, par exemple cette personne n'a pas assez pris soin d'elle. Euh, et puis on peut aussi, sans vouloir, être très en colère de rien avoir vu venir. Quelque chose qui arrive comme ça d'un coup, euh, et ça peut être la mort, ça peut être une séparation, ça peut être des choses comme ça, eh bien on peut s'en vouloir vraiment de ne, de ne pas avoir vu venir la chose alors que maintenant il n'y a plus rien à faire. Il est important de noter, nous dit le livre, que la colère n'éclate qu'une fois que l'on a acquis le sentiment de pouvoir affronter l'avenir sans la personne disparue. C'est-à-dire que, voilà, il y a quand même une étape avant, hein, avant la colère. Euh, donc ils nous disent aussi les auteurs, vous pourrez peut-être vous en vouloir de n'avoir rien fait pour empêcher le drame, non pas que vous en aviez le pouvoir, mais vous le désireriez. C'est-à-dire on aimerait bien refaire le passé. La colère, elle a aussi pas de limite dans cette deuxième étape, c'est-à-dire que elle peut être dirigée contre ses proches, les médecins, la famille, soi-même aussi, la personne qui est partie, même contre Dieu, quand on est croyant, on peut trouver la situation particulièrement injuste. Et voilà, et ça, c'est normal. Voilà, ce que je retiens bien sûr de ce, ce, ce livre, c'est que tout ça, ce sont des processus qui se font de façon tout à fait normale. Euh, et c'est même le signe que, quand on est en colère comme ça, qu'on progresse, qu'on s'autorise des sentiments qui étaient au début peut-être trop forts, parce que voilà, il est nécessaire quand même de les faire remonter à la surface. Et ce qui m'a un peu surpris dans ce chapitre, c'est qu'il est dit que, à la limite, plus la colère est forte et intense, rapide, et plus on va pouvoir passer à la troisième étape. Troisième étape, elle s'appelle le marchandage. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bah, par exemple, si on sait qu'un de nos proches va mourir, eh ben, on peut être prêt à tout pour qu'il soit épargné. On a aussi des formules du genre si seulement, et si, et voilà. Et donc, souvent, nous voulons remonter le temps comme si c'était possible. Alors, mentalement, bien sûr, c'est possible à l'infini, on peut le faire jusqu'à la fin de ses jours, mais ça fait souvent.
augmenter le sentiment de culpabilité. On peut même marchander aussi avec la douleur, parce que, par exemple, on ferait n'importe quoi pour ne pas avoir autant de chagrin. Et du coup, à la limite, c'est plus soutenable de revisiter le passé que de vivre la perte au présent. Donc, on n'a pas encore, bien sûr, à cette étape-là, fini le deuil. Et, euh, et en fait, c'est une étape qui permet au psychisme d'assurer une transition. Quatrième étape, c'est la dépression. Alors la dépression, moi ce que je retiens de cette partie-là dans le livre, c'est que c'est normal. Voilà, c'est aussi bête que ça. Quand on a un deuil, encore une fois, que ce soit par rapport à une personne, un travail, une situation, un lieu, un objet, à un moment donné, c'est normal de se sentir profondément triste, affecté, sans force, en perte d'énergie. Et c'est une étape d'un processus de guérison. Donc, il y a vraiment l'idée que il faut passer par cette case-là quelque part. Et moi, ça m'interroge parce que je suis d'un naturel plutôt optimiste et tout ce qui ressemble à une dépression, euh, ça a tendance à un peu me faire fuir. J'essaie de trouver des, euh, des voies annexes. Et en fait, quelque part, euh, quand j'observe la réalité, je me dis, les fois où j'ai vraiment eu des deuils à faire, plus j'ai regardé ma tristesse en face, plus je me suis accordé un peu de temps pour ressentir la tristesse, et ensuite poser des actes pour en sortir, et mieux ça a été, enfin dire, plus ça a été facile, on va dire, pour sortir de cette situation. Donc en gros, une idée pour sortir de la dépression, c'est de l'accueillir d'abord comme un visiteur, quelqu'un qui vient nous voir, qu'on n'a pas forcément choisi, mais bon, il est là, on l'accueille, on s'installe un peu avec lui, et puis on ne le fuit pas. Voilà. Et vraiment dans cette étape-là, la plupart des gens, ils cherchent donc instinctivement, quand on est face à quelqu'un qui est en deuil, on cherche instinctivement à le réconforter, à égayer un peu plus la situation, à occulter la peine. Mais en fait, la piste qui est donnée, c'est plutôt d'exprimer, enfin de laisser la possibilité à l'autre d'exprimer sa peine, de l'écouter, mais sans tenter de le décontracter, de le dérider. Et du coup, moi je trouve que c'est quelque chose que je retiens particulièrement de ce livre, c'est que la seule chose qu'on pourrait à la limite faire dans cette phase de dépression, c'est d'écouter en gardant le silence. Voilà. Et, euh, et c'est déjà très bien. Voilà. La dernière étape, c'est l'étape de l'acceptation. L'acceptation, c'est pas le fait de s'accommoder de la disparition du défunt, parce que bah, personne ne s'en remet vraiment jamais de cette perte, mais c'est être capable de se souvenir et de se réorganiser, puisque la disparition d'un être cher, euh, la perte d'un emploi par exemple, ça entraîne obligatoirement une réorganisation qui est plus ou moins prévue, qui peut être vraiment, selon les personnes et les contextes, très difficile. Mais quand on arrive à cette étape de l'acceptation, ben, on s'adapte. Voilà, on est en train de s'adapter. Et il y a du coup, avec ce qu'on a perdu, la personne, la situation, le travail par exemple, il y a une nouvelle relation qui s'établit en sachant que ça ne reviendra pas comme c'était avant. Voilà. Donc c'est une partie où on a peut-être plus de résilience, où on abandonne ce qui nous a fait souffrir aussi d'une certaine façon. Trouver l'acceptation, nous dit le livre, c'est parfois tout simplement passer davantage de bonnes journées que de mauvaises. Voilà, un horizon. Euh, et puis si vraiment les journées sont très très dures, bah c'est allez, passer une journée, dans la journée, euh, 10 minutes, un quart d'heure, s'accorder du temps pour aller un petit peu mieux. Mais prendre ce temps-là qui est nécessaire pour s'adapter. Nous nous ouvrons aux autres
et nous nous impliquons dans leur vie, c'est aussi une façon de passer dans cette phase d'acceptation. Alors, je vous fais un petit résumé sous forme de tableau, puisqu'on est à 10 minutes de vidéo. Donc les 5 étapes, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Si jamais vous avez des questions par rapport à ces étapes-là, si vous avez des témoignages, vous savez que moi, la raison d'être de cette chaîne, c'est aussi l'échange au-delà des écrans. Et donc je suis très preneur pour que les cœurs soient reliés, pour que les cœurs soient plus forts, plus dans une forme d'équilibre. Équilibre-force, c'est ça. Euh, le bien-être, l'amour de la nature, la bonne cuisine saine qui fait du bien au corps, au cœur, à l'âme. Et les livres inspirants. Ça faisait longtemps que j'en avais pas présenté, il y en a d'autres sur la chaîne. Allez voir par exemple ce que j'ai fait sur le couple, sur les relations, sur la communication non violente. Voilà. Un gros merci à ces deux auteurs pour ce livre que je recommande à tout le monde. Allez, à très bientôt sur Equiliforce et prenez soin de vous.